Beyrouth, capitale du Liban. À quelques kilomètres du centre-ville, le camp de réfugiés palestiniens de Shatila. 17 000 personnes qui vivent dans 1 km². Les premiers réfugiés sont arrivés au Liban après la création d'Israël en 1948. Depuis, leurs droits sont gelés, pas d'accès à la propriété, à l'université ou à la sécurité sociale. Un peuple oublié qui vit dans des camps insalubres, 12 au total, répartis dans tout le pays. Maha est née ici, à Shatila, elle est assistante sociale dans le camp. Ici, 6 habitants sur 10 vivraient en dessous du seuil de pauvreté. Regardez, les égouts sont dans les maisons. Ici, vous avez les installations électriques. Dans les camps palestiniens, l'État libanais nous interdit de faire entrer du béton. Même quand une maison est détruite, on ne peut pas en bâtir une autre, pour éviter une extension du camp. À Shatila, on construit, mais seulement en hauteur, les uns sur les autres. Au total, les réfugiés palestiniens représentent 10% de la population du Liban, environ 400 000 personnes. Aujourd'hui, pour la première fois, l'État libanais leur accorde des droits. Le Parlement a pour la première fois ouvert la porte à la reconnaissance du droit des Palestiniens en adoptant une loi qui les autorise à travailler dans le pays. Fares vit dans le camp de Shatila. Grâce à cette nouvelle loi, ce Palestinien de 30 ans, maquettiste, vient de décrocher son premier CDD. Nous ne sommes plus obligés de travailler clandestinement, et ça fait plaisir. Fier de son contrat, Fares est malgré tout considéré comme un citoyen de seconde zone. Son patron refusera d'être filmé avec lui et ses droits restent très limités. Mes collègues libanais touchent 4 fois plus que moi. Mon salaire est de 300 $. Eux, ils touchent 1200 $. La loi, un écran de fumée pour ce spécialiste du droit des Palestiniens au Liban. Les Nations Unies font pression sur le Liban pour qu'il fournisse un rapport sur les droits de l'homme dans le pays. Ils ont 2 mois pour le faire, sinon ils risquent de bloquer les aides humanitaires. Le point noir du pays, c'est très précisément la discrimination envers les Palestiniens. C'est pour ça qu'ils ont sorti cette loi, pour améliorer leur image. Une loi paillette qui ne suffira pas à cacher une réalité sordide. Retour dans le camp de Shatila avec Maha, l'assistante sociale. Comme à chaque sortie, elle est sollicitée par les habitants. Aujourd'hui, une mère vient demander de l'aide pour ses enfants. Il faut que je te parle de mon cas. Je vis grâce à la mendicité. Et mes enfants sont les premiers drogués du camp. Qu'est-ce qui les a conduits à ça? C'est la misère de la rue. Nous n'avons pas de maison, pas de travail, pas d'école. Mes enfants se réfugient là-dedans. Ils ne font rien de la journée. De toute façon, on ne donne rien aux Palestiniens. Il y en a même certains qui volent pour aller en prison, parce que là-bas, au moins, on s'occupe d'eux. Selon les estimations, près de 7% des réfugiés seraient toxicomanes. Problème, il n'existe aucun centre de désintoxication dans les camps et l'État libanais refuse de prendre en charge les drogués s'ils sont palestiniens. Les enfants de cette femme désespérée, nous les avons retrouvés. Voici Ahmad, le fils aîné en t-shirt rouge. Lui et sa bande ont la vingtaine et malgré la nouvelle loi, aucun n'a trouvé de travail. Allez les gars, on y va. Ils nous montrent quelques-uns de leurs paradis artificiels, une drogue du pauvre qu'ils achètent 40 centimes d'euros la dose. C'est un médicament qui s'appelle le tramal. Cette pilule-là, on la prend quand on va pas bien à cause de cette vie de merde. Tu peux aussi la combiner avec du hashish. Avec ça, tu penses plus à rien. Les enfants consomment encore plus que nous. Ils commencent vers 9 ou 10 ans. Comme ils sont jeunes, ils ne connaissent pas encore les pilules, donc ils se droguent avec des bouteilles d'essence, ils sniffent. C'est ça la vie dans les camps. L'autre fléau des camps, ce sont les armes. Ici, chacun possède son arsenal, surtout les factions palestiniennes qui quadrillent le territoire. Sous couvert d'anonymat, un milicien accepte de nous parler des armes qui circulent dans le camp de Shatila, plus nombreuses que celles de l'armée libanaise, nous dira-t-il. Ça, c'est une Kalachnikov. C'est pour notre protection.
Et ça, c'est un lance-roquette B7. Si plusieurs personnes attaquent et que les kalash ne suffisent pas, on l'utilise. Le jour où il y aura un accord stipulant qu'on peut rentrer chez nous en Palestine, à ce moment-là, on rend nos armes à l'État libanais. En attendant, l'armée ne pénètre pas dans les camps. Si une personne est recherchée par l'armée, c'est nous qui lui livrons. Beaucoup d'armes et aucune loi. Les camps de réfugiés palestiniens échappent à toutes les juridictions libanaises. L'armée n'y rentre pas pour éviter les conflits et se contente d'attendre dehors. Une situation qui inquiète les politiques. Amin Gemayel, ancien président de la République, nous reçoit dans sa propriété sous haute surveillance. Selon lui, la situation des camps a basculé à cause des vagues d'immigration successives. Les relations entre les Libanais et les Palestiniens étaient très bonnes avant les années 70. Ensuite, tous les régimes arabes de l'époque ont envoyé des groupes de Palestiniens au Liban. Aujourd'hui, la réalité dans les camps, c'est la prolifération de groupes armés palestiniens, y compris terroristes. Regardez ce qui s'est passé dans le camp de Nar el-Bared lorsque l'armée libanaise a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Nar el-Bared, c'est le cauchemar de l'État libanais. Il y a 3 ans, des affrontements entre l'armée et les islamistes du camp avaient fait près de 400 morts. Aujourd'hui encore, certains camps du Sud sont des poudrières où s'abritent des hommes recherchés par le gouvernement d'État, comme ce chef d'un des groupes les plus puissants de combattants palestiniens qui ont mené le djihad en Irak. Lui est condamné 4 fois à mort par la justice libanaise pour meurtre et attentat à la bombe. L'homme se cache, il n'est pas très à l'aise devant la caméra. Si tu éteins ta caméra, je te dirai tout. Sinon, je peux rien dire. Si la caméra enregistre, je vous préviens, je vais me fâcher. Discrètement, nous continuons à faire tourner la caméra. Le ton monte. Ce que nous raconte ce combattant est édifiant. L'État libanais ne fait pas ce qu'il veut. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais si ça va pas, je mets le pays à feu et à sang. Tu m'entends, je lui casse la tête. Mes hommes et moi, nous sommes une armée. On peut retourner le Liban. Regarde ce qu'on a fait en Irak. Si demain je lance un appel au djihad dans le camp, je peux lever une armée de 10 000 hommes. Sans hésitation, les gens prendront les armes pour combattre. Ils le feront. Écoute-moi bien, je te dis la vérité en ce jour saint du Ramadan. Il y a des femmes qui sont venues me voir. Elles m'ont dit, nous sommes prêtes, de la TNT aux jambes et au cou, et on se fait exploser quand tu le demandes. Alors, comment le pays du Cèdre peut-il maîtriser ces éléments incontrôlables? Et comment la jeune génération pourra-t-elle s'intégrer dans la société libanaise? En attendant un hypothétique retour en Palestine, les réfugiés du Liban peuvent aujourd'hui être embauchés par une entreprise libanaise, une petite victoire pour le peuple palestinien.